Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous nous trouvons aujourd'hui au musée Nissim de Camondo. Cet hôtel particulier et toutes ses œuvres d'art appartenaient à Moïse de Camondo. À sa mort, il légua l'ensemble au musée des arts décoratifs, à condition que le lieu reste intact et soit dédié à la mémoire de son fils, mort au combat pendant la Première Guerre mondiale. Dernièrement, un artiste contemporain a investi les lieux, discrètement, respectueusement, Edmund de Waal. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Gabet, directeur du musée des arts décoratifs et du musée Nissim de Camondo. Bonjour Olivier Gabet. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce magnifique musée Moïse de Camondo. Il avait laissé des instructions très précises, je le cite. « Je désire que ce musée soit admirablement tenu. » Sa volonté est parfaitement respectée. Est-ce que vous avez toujours en mémoire les dernières volontés de Moïse de Camondo lorsque vous dirigez ce musée ? Je crois que ça s'impose à nous, de toute façon. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément dans l'air du temps, où aujourd'hui, notamment dans les musées, on aime déplacer, prêter, changer. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi le côté très unique et très original du lieu, c'est que c'est un lieu qui, depuis 1935, a bougé sans vraiment bouger et a surtout veillé à garder l'esprit des lieux. Et c'est quelque chose qui, je crois, d'un directeur à l'autre et de conservateur à l'autre, grâce surtout aux équipes, fait que ce lieu reste justement porteur de cette histoire à la fois familiale, nationale, tragique et très heureuse, enfin toutes les contradictions de la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'impose à nous, il n'y a même pas de discussion possible. Cette question s'est-elle posée quand vous avez fait appel à Edmund de Waal ? Elle s'est posée parce que c'était la première fois qu'on invitait un artiste contemporain dans les lieux. Vous savez qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup en France, partout dans le monde, de demander à un artiste contemporain de réagir à une collection ancienne, à un lieu ancien. C'est quelque chose qui est, oserais-je dire, presque banal. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait ici jusqu'à présent, mais je considérais en mon âme et conscience que si quelqu'un pouvait le faire, avec délicatesse, dans le respect justement de ce que vous venez d'énoncer, de ce qu'est la dernière volonté de Moïse de Camondo, c'était bien Edmund de Waal, qui est à la fois un céramiste, un écrivain, qui connaît d'autant plus cette histoire qu'elle lui appartient en partie, puisqu'il est membre d'une famille qui était très proche de la famille des Camondo, avec lesquels d'ailleurs il y a des sortes de cousinage à la mode de Bretagne, si j'ose dire, par les Caïns d'Anvers. Et donc c'était quelqu'un qui, c'est pour le coup un artiste, une personnalité qui, dès que je lui ai parlé de cette possibilité, a réagi très positivement, sans être écrasé par l'histoire du lieu, et en même temps m'a tout de suite dit « mais je sais qu'il ne faudra rien bouger, parce que je sais qu'il faut respecter le testament de Moïse de Camondo ». D'ailleurs, à ce propos, ces œuvres sont disséminées partout dans le musée, parfois même cachées. Comment a-t-il choisi les pièces qui les abriteraient et pourquoi chacune d'elles ? Alors si on énonce l'histoire comme elle s'est passée, Edmund de Waal vient au musée en 2019, il connaît le musée par cœur, il a écrit, vous le savez, un best-seller avec les années qui s'appelait The Air with Amber Eyes, qui revenait sur son histoire familiale et notamment sa famille maternelle, les Froussi en Autriche, jusqu'à l'Anschluss en 1938. Donc il connaissait parfaitement les lieux. Il vient, il visite, il se réimprègne, on passe du temps avec les équipes qui lui font un accueil merveilleux, dans les archives que nous conservons notamment. Et puis, comme il ne vous l'a pas échappé, mars 2020, le monde s'arrête. Plus beaucoup de nouvelles de qui que ce soit. Et un jour, Edmund de Waal me dit « mais il faudrait qu'on se parle, j'ai quelque chose à te dire ». Et ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, j'ai écrit un livre qui va s'appeler « Lettres à Camondo ». Et peut-être que dans ce monde un peu chamboulé, le livre suffirait peut-être à faire une exposition. Il m'envoie le manuscrit que vous avez lu sans doute, qui est un texte assez bouleversant, qui sont une série de lettres fictives, mais extrêmement poétiques et personnelles à Moïse de Camondo. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce musée s'appelle Nissim de Camondo du nom de son père et de son fils. Mais la personnalité derrière le musée, c'est bien Moïse de Camondo. Et donc cette série de lettres est totalement bouleversante. Et puis le temps passe.
Et puis évidemment, nous revenons à un semblant de normal. Il revient à Paris et nous dit non, je vais quand même faire une exposition, mais je veux que mon exposition soit comme une correspondance, une conversation avec Moïse de Camondo. Et je crois que c'est ce qui a prévalu sur le choix des pièces dans lesquelles se trouvent ces œuvres. Vous l'avez dit, certaines œuvres sont d'ailleurs cachées au public et aux visiteurs. Elles entretiennent ce rapport très direct avec Moïse de Camondo, avec l'esprit de la maison, et pas forcément avec un objet ou une pièce en particulier. C'est une exposition très inframince, très silencieuse, et je crois que ce qui a aussi posé l'envie d'Edmund de Waal, c'est de se dire que qui que ce soit visitant le musée pour la première fois n'avait pas forcément envie de voir ses œuvres non plus, et donc pouvait tout à fait visiter la maison sans se rendre nécessairement compte qu'il y avait une installation d'art contemporain. Je trouve qu'il y a, et vous me direz ce que vous en pensez bien sûr, une mise en scène très discrète. C'est-à-dire que je trouve que son exposition ressemble beaucoup à ses lettres. C'est-à-dire qu'il y a un amour profond pour les Camondo et que les pièces sont placées à des endroits qui nous demandent une grande attention comme visiteurs. C'est très juste, c'est très très juste, c'est quelqu'un qui est dans la... c'est aussi un poète, c'est quelqu'un qui est très, très méditatif, très, très introspectif. Et donc, finalement, les œuvres présentées au sein du parcours de la maison sont comme des éléments qui permettent presque de se reconcentrer sur l'expérience même de ce qu'est cette visite. Ce qui est assez impressionnant, c'est que certaines œuvres sont très visibles parce qu'elles répondent à certaines typologies de sa création. Je pense notamment à ces pièces de céramique qui sont posées dans une sorte de baldaquin de bois, ou qui sont vraiment une des signatures de son travail de ces dernières années. Puis il y a des pièces beaucoup plus discrètes, et je pense d'ailleurs à ces lettres de porcelaine, qu'elles soient gardées en biscuit ou recouvertes d'une très fine couche d'or, et qui sont vraiment, je pense... Alors, on remet aux visiteurs un petit livret avec un plan pour qu'ils se retrouvent, mais il n'y a pas de signalétique pour dire « regardez là, il faut regarder ici ». C'est une démarche qui reste volontaire. Moi, je suis persuadé, on ne le fait pas parce que je pense qu'il faut respecter la liberté des visiteurs totalement, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de visiteurs ici qui peut-être se disent que ce qui est là de tout temps. Et je pense notamment à ces très belles installations que Edmund a fait de ces blocs de lettres, de ces blocs posés sur des blocs de bois, posés sur les bureaux, ou dans la bibliothèque, comme des choses très, là encore, très inframinces. C'est pas de l'art contemporain qui se substitue au reste. Très souvent, l'art contemporain dans le lieu ancien attire l'attention sur l'art contemporain, et puis finalement, le lieu ancien n'est qu'un prétexte. Ça pourrait se passer n'importe où ailleurs, peu importe. Là, vraiment, on sent que c'est quelque chose qui a été très pensé. Y compris ces bancs que vous trouvez dans la cour en pierre de Thornton, qui est une pierre qu'aimait beaucoup le sculpteur anglais Andrew Moore, et qui accueille le visiteur, où le visiteur peut s'asseoir, regarder la façade, se poser, lire, et ne pas être seulement dans une cour d'honneur un peu impressionnante, ou presque, si ce n'est pas inaccueillante, mais très magistrale, et donc très puissante. On sent beaucoup de respect chez Edmund de Waal par rapport à l'œuvre et à la famille Camondo. Dans le livre, c'est frappant par des petits détails qui sont des détails remplis d'admiration ou d'affection. D'admiration quand il explique à quel point on est capable de faire des fiches pour l'entretien de tout dans le musée, et d'admiration parce que souvent il termine ses lettres en ne sachant pas et en le disant quel mot mettre, si c'est fraternellement, si c'est avec admiration, et on le sent parce que c'est ultra sensible. Edmund de Waal est l'auteur d'un livre, Le lièvre aux yeux d'ambre, qui retrace le parcours de ses aïeuls, des Juifs d'Odessa, dont une partie fut décimée par la Shoah. Est-ce que le destin des derniers descendants de Moïse de Camondo, tous exterminés à Auschwitz, a fait écho pour vous et pour lui également? Alors je pense que c'était quelque chose qui pour moi était assez fondamental, parce que même si les histoires familiales sont différentes, elles ont beaucoup de points communs.
C'est quelqu'un, Edmund de Waal, qui est très sensible à cette notion de l'exil, au mouvement. C'est pas qu'un artiste et un écrivain, c'est un citoyen très engagé. Il a, lors de la dernière Biennale de Venise, fait une installation qui s'appelait la Bibliothèque de l'exil, qui a été ensuite présentée au British Museum. Et ensuite, Edmund a essayé de l'offrir à la bibliothèque de Mossoul, en Irak, qui est en cours de reconstruction. C'est quelqu'un aussi, vous parliez du lièvre aux yeux d'ambre, qui fait référence à une collection de Netsuke japonais qui fut finalement un des rares rescapés des collections de sa famille à Vienne et qui lui a été donné par un de ses oncles qui s'est exilé ensuite au Japon après la guerre. Et cette collection a été en partie vendue au profit des migrants. Donc c'est quelqu'un qui aussi ne considère pas que c'est une histoire qui le concerne lui à titre personnel et que tout ça renvoie à une mélancolie, à une tristesse ou à quelque chose du passé, mais que pour lui, ça forge aussi des convictions très fortes dans le présent. Et c'est sans doute ça aussi qui l'a amené à faire cette réponse aussi juste dans ce lieu qu'il connaissait à l'évidence par cœur et très profondément, mais c'est aussi un lieu très fort familialement. La grand-mère d'Edmund de Waal, Elisabeth de Waal, qui était née Froussy, a vécu en partie à Paris et venait régulièrement ici, chez Moïse de Camondo, était assez proche de Béatrice de Camondo. Donc pour lui, c'était revenir vers son histoire. Et je me souviens d'une première conversation qu'on a eue ensemble au début du projet, où il me disait « Mais quand j'étais jeune, quand nous étions à Paris, il y avait toujours une visite du musée Nissim de Camondo, et mes parents me disaient toujours, eh bien, c'est un peu ton histoire aussi familiale. Et ça te fait comprendre ce qu'était la vie de tes arrière-grands-parents à Vienne, parce que même si le palais Froussy n'était pas du tout comme l'hôtel Camondo à Paris, eh bien finalement, il y avait une communauté d'esprit, d'investissement dans la vie philanthropique, artistique, culturelle, oui. Qui crée des parallèles assez saisissants. Dans son livre, l'une des lettres est adressée à Moïse et il évoque la bibliothèque. C'est à peu près vers la page 80 et effectivement, qui est étonnante, car elle est en arc de cercle. On a le sentiment que Moïse de Camondo a fabriqué cette bibliothèque comme pour se protéger du monde. Qu'en pensez-vous ? C'est un lieu qui, du vivant de Moïse de Camondo, était assez peu accessible. La maison lui est livrée avant la Première Guerre mondiale. Son fils Nissim décède au front en 1917. Et c'est vrai que la bibliothèque, à l'étage, qui fait partie des appartements privés, hein, qui n'est pas dans les appartements de réception, est vraiment le lieu, sans doute, de la méditation. Edmund a passé beaucoup de temps dans la bibliothèque et a passé beaucoup de temps à regarder les livres. Je pense qu'il y a quelque chose qui chez Edmund faisait très sens dans cette bibliothèque. Le style d'Edmund de Waal est très épuré, très poétique. Que représentent pour vous ces 5 vitrines noires ? Pour lui, pour moi, elles sont comme des formes mémorielles. Je dois vous dire que les 5 vitrines noires dans le salon, bureau qui est avant la bibliothèque, j'ai mis un certain temps à les voir. Et ces formes, ces baldaquins presque, pour moi, sont des lieux comme ça de mémoire. Et on le voit dans tout le parcours. Elles peuvent être noires, elles peuvent être blanches, elles peuvent être en bois naturel. Elles posent des moments un peu de méditation et de concentration. Merci. Merci beaucoup, Olivier Gabet, de nous avoir fait découvrir et cet artiste et votre volonté commune d'honorer la mémoire de la famille Camondo, une dynastie qui s'est définitivement éteinte à Auschwitz, mais qui, grâce à vous et votre travail, restera dans les mémoires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons. Prenez soin de vous.